Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Les décideurs de l'emploi, chaque mardi de 12h30 à 13h, vous en avez l'habitude, nous dressons un tableau de l'emploi au sein d'une entreprise. Alors cette fois-ci, ce sera un format un peu particulier puisque je reçois le DRH du groupe Manpower, un des leaders du travail temporaire. Franck Bodiquian, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes, comme je le disais, le directeur des ressources humaines de Manpower Group France et Manpower France. Peut-être que vous aurez l'occasion de nous dire tout à l'heure quelle est la différence entre ces deux entités. Mais je le disais, vous êtes un invité un peu particulier puisque l'activité même de votre groupe, c'est le recrutement et l'emploi. Vous êtes du coup, votre entreprise est du coup à ce titre un observatoire privilégié du marché du travail. Vous publiez d'ailleurs des études qualitatives et quantitatives sur ce secteur, sur l'emploi, sur le marché du travail. Nous allons donc avoir le plaisir de partager avec vous les tendances de ce marché, discuter évidemment du travail temporaire et de la flexibilité du travail, notamment à travers cet accord signé en avril par les députés, l'ANI, l'accord national interprofessionnel, mais également des problématiques de pénurie de talents et de formation professionnelle. C'est ce qui peut ressortir de certaines de vos études. Alors, peut-être dans un premier temps, néanmoins, vous allez nous rappeler quel est votre parcours, parce que vous venez d'arriver chez Manpower depuis seulement quelques semaines. Absolument. J'ai commencé ma carrière chez eManagement, qui est un consultant en rémunération, donc c'était ma spécialité, si j'ose dire. Puis après, j'ai quitté eManagement pour aller chez un de mes clients préférés, qui était le groupe DHL, où j'ai notamment créé la fonction de responsable rémunération. Puis j'ai occupé différentes fonctions. Puis en 1998, je suis devenu le directeur des ressources humaines. Donc j'étais le DRH de la fonction transport express, c'est-à-dire celui qui utilisait les avions, transport aérien. Puis après, je suis devenu le directeur de la business unit logistique, où là, je me suis occupé de tout ce qui était entrepôt et préparation. Puis j'ai quitté DHL, je suis rentré dans une entreprise de retail, puisque je suis devenu le DRH du groupe Bresson Retail Service, où on a différents magasins et où notamment une marque de bricolage qui s'appelle Bricostore, et où là, où j'ai fait du retail. Puis après, j'ai rejoint Manpower. Donc vous êtes passé par 3 sociétés différentes avant de rejoindre Manpower, aux activités assez différentes, puisque vous avez parlé de la logistique, DHL c'est le leader mondial, puis ensuite le bricolage, et avant c'était un cabinet de consultants, c'est ça? Alors est-ce que justement c'est cette variété d'entreprises qui vous a donné envie finalement de faire de cette variété votre quotidien? Parce que j'imagine que chez Manpower, vous êtes justement à chaque fois en… Mais c'est exactement ça, vous avez mis si j'ose dire, le doigt dessus. En fait, d'une part, il y a une curiosité, et puis il y a de l'autre côté le fait que c'est… les ressources humaines qui est ma principale motivation, c'est cette connaissance de l'homme au travail. Et voilà, et Manpower, c'est depuis 50 ans maintenant le leader de l'emploi et de l'homme au travail à travers l'intérim, le recrutement et les différentes… Alors justement, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu quelles sont les activités de Manpower et notamment, je le disais dans votre présentation, vous êtes le directeur des ressources humaines de Manpower Group France et de Manpower France. Alors quelle est la différence déjà entre ces deux entités? Absolument. Alors, Manpower France, c'est l'opérateur historique d'intérim, d'emploi intérimaire, qui a élargi ses fonctions avec la loi Borloo au recrutement. Donc Manpower France, c'est les CDI. Voilà, CDD, CDI, c'est du recrutement et de l'intérim, de la mise à disposition de main-d'œuvre sur des durées plus ou moins longues auprès des entreprises. Et le groupe Manpower a décidé au niveau mondial, puisque c'est une stratégie internationale, d'élargir son offre, si j'ose dire, de prestations ressources humaines à l'ensemble des services ressources humaines des entreprises, c'est-à-dire d'aller sur le domaine du recrutement middle management, d'aller sur le domaine de la formation, d'aller sur le domaine de la prestation de services informatiques, d'aller en fait, de répondre à l'ensemble des besoins ressources humaines des entreprises. C'est un peu la mutation propre à toutes les entreprises de services. On offre maintenant une solution globale et pas uniquement dans un domaine particulier. Donc là, d'accord, je suis d'accord sur la stratégie. Non, mais je suis d'accord sur la stratégie, si ce n'est que l'ambition de Manpower, c'est au-delà d'avoir une offre
complète de compétences, c'est à la fois d'avoir des marques expertes dans chacun des domaines, c'est-à-dire d'avoir un éventail, c'est vrai, mais en même temps, dans chacun des domaines, d'être donc spécialisé dans un secteur. Voilà. Vous êtes effectivement divisé par département selon le secteur. On est même divisé par filiale, c'est-à-dire que chacune de nos filiales a pour objectif d'être le leader de son domaine. D'accord. Maintenant, après, ça fait effectivement une offre variée, mais à chaque fois d'être sur son domaine le meilleur. Votre groupe a publié un baromètre en septembre sur l'emploi, et notamment avec ce chiffre du solde net de création d'emplois, donc c'est-à-dire les créations d'emplois moins les destructions de 0%. Absolument. Et 86% des entreprises déclarent ne pas envisager d'augmenter leur effectif dans la suite du dernier trimestre. Qu'est-ce que ça témoigne, ça, du marché de l'emploi, et peut-être globalement du marché de l'économie, parce qu'on dit souvent que le travail temporaire, c'est un peu un indicateur avancé. Voilà, exactement. C'est effectivement, depuis 5 ans, on regarde l'intérim à la fois en tant que secteur, puisque c'est quand même un secteur qui couvre 500 000 emplois par an, donc ce n'est pas un secteur non négligeable, c'est une partie importante de la population active, mais en même temps c'est un indicateur avancé, c'est-à-dire que le comportement de l'intérim prédit un petit peu le fonctionnement de l'économie à venir. Et là, vous êtes dans une situation en fait qui est attentiste, si j'ose dire. Peut-être que le gros de la crise est passé. En tout cas, on est installé dans un... Oui, parce qu'on a quelques signaux positifs sur l'économie, et pourtant, ça ne suit pas au niveau de l'emploi. Et même, effectivement, le travail intérimaire a baissé de 8% au deuxième trimestre. Alors, au deuxième trimestre, mais on a eu des bons mois au cours de l'année 2013. C'est-à-dire que 2013 est globalement moins 8% par rapport à 2012, mais on voit bien que la courbe d'infléchissement est en train de s'arrêter. C'est-à-dire qu'on est en train on est sur un replat, si vous voulez, ou sur un faux plat. Et maintenant, tout le monde attend la reprise sur fin 2013 et début 2014, où il risque d'y avoir un redressement de cette courbe. Et l'intérim, en tant qu'indicateur avancé, confirmera cette reprise. Alors, est-ce qu'on observe justement, vous parlez de courbe, un cycle général de l'intérim? Est-ce qu'effectivement il y a des périodes quasiment qui se reproduisent d'année en année où l'intérim augmente, d'autres périodes où l'intérim baisse de manière quasi mécanique? En fait, vous avez un double cycle. Vous avez les grands cycles de l'économie, qui sont des cycles sur 5 ans ou sur 10 ans, que tout le monde essaye de décrypter pour savoir si on est bientôt sorti ou pas. Et donc là, l'intérim est une variable d'ajustement de l'ensemble des secteurs de l'économie. Et ensuite, vous avez des cycles annuels, les vendanges en automne, le commerce de fin d'année en décembre, le chocolat à Pâques. Et là, vous avez, en tant qu'acteur de la flexibilité de l'emploi, vous avez un Manpower qui suit ces évolutions de l'économie sur un cycle annuel. Alors, on va parler justement, on va élargir le débat sur ce travail intérimaire, la flexibilité, notamment en revenant sur cet accord, cette ANI, accord national interprofessionnel, dite loi de sécurisation de l'emploi, adoptée en avril. Je rebondis aussi sur une question de Juliette, parce que vous le savez, les internautes ont également la parole dans notre émission. Comment se fait-il que la France soit aussi et j'ai 3 étoiles, donc en retard, on va dire, pour être poli, en termes de flexibilité? Pourquoi les politiques ne comprennent pas qu'il s'agit de la compétitivité de la France? Alors peut-être une réaction par rapport à ce propos. Est-ce que vous considérez qu'on est en retard? On ne peut pas dire qu'on soit en avance sur la flexibilité. Ce n'est pas la France qui s'est emparée la première du concept de flexibilité. La France, on était plutôt sur des emplois stables, durables, avec une économie qui essayait de maîtriser ses cycles, et c'était l'objet de notre plan quinquennal. Alors, certains économistes parlaient d'une préférence pour le chômage en France. C'est-à-dire qu'on préférait effectivement un marché de l'emploi ultra sécurisé, donc très peu flexible, et qu'une catégorie de la population reste au chômage. Est-ce que ça, c'est en train de changer justement? On ne peut pas dire qu'il y ait une préférence pour le chômage, mais si vous voulez, il y avait d'un côté des emplois qui étaient légitimes, le CDI, contrat à durée indéterminée, bien couvert, et puis de l'autre côté des emplois qui étaient considérés comme presque pas peu présentables ou pas souhaitables pour nos enfants. C'était tout ce qui relevait de la précarité, avec ce que ça peut avoir un petit peu là, comme ça, de stigmatisant de dire de la précarité. En fait, vous sortez de ce concept de précarité, vous avez sur la flexibilité, c'est-à-dire que
aujourd'hui, on ne nie plus, même en France, que l'économie se nourrit d'une adaptation des entreprises et que cette adaptation, elle se fait toujours, pas pour l'essentiel, mais à la marge, avec une flexibilité des emplois. En gros, il y a des offres d'emploi qui apparaissent tous les jours. Et si on est capable de mettre des compétences en regard, ça fait des emplois pourvus. Et si on ne met pas de compétences en regard, ça fait la situation qu'on connaît. 3 millions de chômeurs d'un côté, et de l'autre côté, 500 000 emplois qui ne sont pas pourvus. Alors, est-ce que l'ANI vient changer quelque chose, hein? On le rappelle rapidement, cet accord est censé, voilà, en cas de contexte difficile, permettre à l'entreprise eh bien, de baisser la rémunération, d'aménager le temps de travail. Le salarié, s'il refuse un poste de mobilité interne dans l'entreprise, peut finalement être licencié pour motif économique. Est-ce qu'effectivement, ça vient rajouter de la flexibilité ? Alors, une fois de plus, vous l'avez précisé, on est en France, c'est-à-dire que vous avez toujours une loi qui vient très bien faire les choses et qui vient encadrer tout ça de façon parfaite, la situation du licenciement, la situation de la mobilité. En fait, la réalité, c'est que c'est dans l'esprit des entreprises et dans l'esprit des compétences, c'est-à-dire des salariés, que la flexibilité doit changer. C'est-à-dire qu'il faut bien envisager maintenant que cette adaptation, elle se fait au cours d'une carrière. On n'est pas obligé toujours d'avoir, c'est l'idéal d'avoir des CDI, mais on n'est pas toujours entre deux. Pour se rapprocher de l'emploi, on peut avoir des situations qui sont plus temporaires et qui permettent de rester dans l'emploi. Alors, voilà. un des pans, justement, pour aller dans votre sens, de l'ANI, c'est le CDI intérimaire. Alors, est-ce que c'est une solution, justement ? C'est une des solutions. L'idée, c'est que nous, si je prends le cas de Manpower, hein, pour faire très simple, en gros, vous avez entre 90 000 et 100 000 emplois équivalents temps plein chaque mois. Et là-dedans, vous avez quelques milliers d'emplois qui sont tenus par des intérimaires, des salariés intérimaires, qui sont en fait toujours les mêmes au fur et à mesure de mission. Alors, ça veut dire CDI intérimaire, pour mieux expliquer effectivement à nos auditeurs, c'est-à-dire qu'ils sont embauchés par l'entreprise temporaire. Alors imaginons Manpower, ce sont donc des CDI de Manpower, mais qui vont être baladés de mission en mission, c'est ça? Chez vos clients. C'est vous-même qui êtes légitimement caricatural. L'idée, c'est d'aller là où il y a de la demande. L'idée, c'est de coller, donc avoir une offre d'emploi et de la faire coller avec une demande. Et donc, c'est cette flexibilité-là, c'est d'être toujours présent. Et donc, vous leur assurerez, un revenu mensuel, des enchaînements de missions réguliers et un revenu mensuel qui sera lissé sur la période. Vous avez ce phénomène-là, puis vous avez un deuxième phénomène qui sont que les entreprises ont des besoins de compétences, ce qu'on appelle les emplois en tension, c'est-à-dire des besoins de compétences qui ne sont pas pourvus. Et nous, en tant qu'opérateurs de l'emploi, on est capable de repérer où sont ces besoins, d'accord, et se dire, sur ces secteurs-là, nous allons former des gens qui pourront répondre à cette demande de façon durable. Un petit peu comme font, si vous voulez, les SS2I qui ont de la compétence technique informatique et qui assurent un temps complet, un CDI, à leurs salariés à travers différentes missions de prestations informatiques. Nous, on fera pareil sur d'autres secteurs. Alors, ça part d'un bon principe, hein, on le comprend très bien. Le seul problème, c'est que cela concerne seulement 20 000 emplois, hein, ce CDI intérimaire. Parmi tous les contrats d'intérim, ça sera seulement 20 000. Alors, c'est quand même très peu. Vous trouvez? Moi, je trouve que c'est mieux que 10 000 ou que c'est mieux que 5 000, voire c'est mieux que 0. Là, ce qu'on est moi, je suis plus dans une logique, si vous voulez, de proximité par rapport à l'objectif. Je suis pour tout type d'emploi ou de contrat qui me rapproche de l'emploi et je suis plus pour 20 000 CDI plutôt que 5 000. Alors après, on peut dire qu'on préfère le beau temps à la pluie, mais bon, c'est pas... C'est entendu. Je tiens quand même à rappeler qu'effectivement, cet accord a été remis en cause par certains syndicats, notamment la CGT, qui parle de marché de dupes. Car selon la CGT, plus déjà de 20 000 salariés intérimaires travaillent déjà à plein temps. Et donc, quelque part, c'est une espèce aussi d'effet d'aubaine. Finalement, ça n'a pas créé de CDI supplémentaires, ils sont déjà présents. D'accord, mais pour ces personnes-là, peut-être que les conditions de rupture d'emploi vont changer, de rupture de contrat vont changer, et je ne suis pas sûr que... vous parlez d'effet d'aubaine, ça sera peut-être aussi un effet d'aubaine pour les salariés. C'est ce qu'on souhaite. Passons maintenant... Alors, effectivement, à la problématique de la formation professionnelle, qui est un enjeu fondamental du marché de l'emploi.
s'ouvre là cette semaine, ça a commencé le 24 septembre, les partenaires sociaux s'étaient mis d'accord sur un calendrier qui débute effectivement cette semaine d'une négociation sur la formation professionnelle. Quels sont selon vous les gros enjeux de cette négociation ? Les enjeux, en fait, si on veut avoir clairement en tête, il faut voir que la formation professionnelle, ce qu'on appelle le 0,9 ou le 1% de formation, c'est de l'ordre de 37 milliards. La taxe d'apprentissage, c'est de l'ordre de 14 à 15 milliards. Donc ici, on a 15 milliards qui sont en fait utilisés ou qui devraient être utilisés pour adapter les compétences aux besoins des entreprises. Et sans méjuger le travail qui est fait par les opérateurs, on a en tout cas un manque de visibilité, on a une certaine opacité sur la formation professionnelle et je pense que déjà si les salariés, les employés et les entreprises y voyaient plus clair, tout le monde y gagnerait. Alors, Lionel demande quelles options pour un chômeur en termes de formation professionnelle ? Il y a beaucoup d'options en fait. Il faut aller auprès, en l'occurrence là c'est Pôle emploi qui est le donneur d'ordre, rencontrer un conseiller et en fonction du métier d'origine et du secteur auquel on se destine et de préférence choisir un secteur dit en tension, c'est-à-dire un secteur qui est demandeur, comme la santé, l'hôtellerie. Là, vous allez avoir un parcours qui va se dessiner, un parcours, s'il faut même d'ailleurs diplômant, et ensuite vous rentrez à travers deux opérateurs qui vont vous former. Alors, à travers la question de Lionel et votre réponse, se pose une question fondamentale, à savoir effectivement d'une part le fait que cette manne financière liée au taux d'imposition des entreprises qui vient financer le fonds de la formation, je crois qu'il s'élève au total à 57 milliards d'euros, c'est ça, annuellement. La question est de son allocation. Voilà, alors on se place du côté de l'entreprise. Évidemment, je veux maximiser effectivement le retour sur investissement. Alors ce qu'on constate, c'est que ces formations vont plutôt vers les catégories déjà les plus favorisées, déjà les mieux formées, parce que peut-être ce sont ces populations qui vont intégrer le plus rapidement ces formations. Et du coup, effectivement, les chômeurs sont un peu laissés de côté. Alors, qu'est-ce qui pourrait être envisagé à ce niveau-là? Comment orienter effectivement peut-être une partie de cette manne vers les chômeurs pour un retour à l'emploi, mais comment effectivement le faire de manière efficace? C'est-à-dire que ce ne soit pas une dépense qui se fasse dans le vide. Voilà. Alors derrière, je suis désolé, ma question est un peu longue. Derrière se pose aussi peut-être la question du délai des allocations chômage, parce que pour pouvoir peut-être avoir la volonté de se former, il faut peut-être aussi à un moment donné être un peu en risque, avoir besoin effectivement de... Voilà. Donc est-ce que... C'est un point de vue? C'est une question que je vous pose. C'est un point de vue. C'est un point de vue et c'est même un point de vue qui est partagé, mais vous avez le contraire aussi qui peut être dit, puisqu'une situation d'apprentissage, c'est une situation dans laquelle il faut être serein et ouvert pour pouvoir intégrer des savoirs et des comportements. Donc, si vous voulez, moi je ne suis pas là et je ne suis pas non plus dans une vision malthusienne qui est que si les gens bien formés captent une partie de cette manne formation, c'est autant de moins. Parce que les gens bien formés qui sont, si vous voulez, les gens qui sont dans l'emploi et qui sont les gens qui font tourner l'économie, il faut qu'ils continuent à l'être. C'est-à-dire que si les entreprises arrêtent d'adapter leurs salariés, leurs compétences à leurs besoins, vous allez vous retrouver avec un phénomène pervers. Vous avez des gens qui vont sortir de l'emploi. Il ne faut pas ne pas regarder ce qui marche. Et il ne faut pas enlever à ce qui marche pour aller vers ce qui ne marche pas. Maintenant, de l'autre côté, vous avez 3 millions de chômeurs. Parmi ces 3 millions de chômeurs, vous avez des gens qui viennent juste de quitter un emploi. Vous avez des gens qui font tous les efforts nécessaires pour retrouver un emploi et vous avez des gens qui sont durablement installés, peut-être dans des situations d'échec. Et la recette, en fonction de la situation que vous rencontrez, n'est peut-être pas la même. Regardez, aujourd'hui, vous avez le contrat jeune, le contrat génération qui est en train de remplir son objectif de 100 000 emplois sur 2013 et qui prend des jeunes qui ont été en échec de scolarité et qui les met en situation, qui les rapproche de l'emploi. Alors on pourrait dire ils sont que 10% en CDI, alors qu'il y en a la plupart qui sont sur 3 ans. Oui, mais pendant 3 ans, vous avez été en emploi, vous avez plus de chances la 4e année
d'en avoir un, la 5e année d'en avoir un. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut rentrer sur le marché de l'emploi. Voilà. Et donc il faut accepter effectivement de la précarité peut-être au début pour finalement augmenter son employabilité. Ce n'est pas un problème de précarité, il faut accepter peut-être de ne pas avoir tout de suite. Il faut accepter de rentrer par des emplois peut-être de junior avant de devenir senior. Il faut accepter peut-être de rentrer dans votre métier pigiste pour devenir journaliste. Il faut accepter, voilà. À un moment donné, il est plus important de rentrer et d'être dedans et pour pouvoir se former soi, pour pouvoir voir ce qui se manque, s'améliorer et saisir une opportunité, plutôt que d'être dehors et effectivement d'attendre que la porte s'ouvre avec... Alors Lola demande comment se fait-il que les taux de chômage record, qu'avec les taux de chômage record, il y a encore des postes non pourvus. Et oui, ça c'est effectivement un gros paradoxe. C'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, alors, vous avez une part qui est le chômage dit frictionnel, auquel on ne pourra pas faire. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous quittez l'emploi et le moment où vous en trouvez un autre, vous avez un certain temps pendant lequel vous cherchez. Ça, c'est le chômage frictionnel, c'est de l'ordre de 3%. Les économistes sont à peu près d'accord là-dessus, même si ce taux de chômage frictionnel augmente. L'autre, ce dont on parle, 500 000 emplois durables non pourvus, c'est que sur les 3 millions de chômeurs, vous n'avez pas 500 000 personnes qui sont formées, c'est-à-dire qui sont compétents pour remplir ces emplois-là. Alors, ou compétents directement techniquement, ou alors présents, c'est-à-dire mobiles géographiquement. Et c'est cette inadéquation entre de géographie et de compétences qui fait que vous avez des emplois qui restent vacants. Alors, quels sont d'ailleurs, est-ce que vous avez une visibilité sur les compétences, les métiers finalement les plus difficiles à pourvoir en France ? En France aujourd'hui, vous avez en gros un tiers de tête des emplois non pourvus. Classiquement, vous avez les métiers de l'hôtellerie-restauration. Et quand on est la France, le pays de la meilleure table du monde, c'est quand même un peu dur. Mais voilà, c'est un secteur qui reste demandeur et a fortiori en saison. Oui. On parlait du fameux plombier polonais, alors qu'on n'arrivait pas à trouver en France justement. Alors, c'est toujours le cas. C'est un métier en tension. Alors, parce que dans le secteur de l'industrie, vous avez 2 embellis, vous avez l'aéronautique, oui, qui est demandeur, mais il faut peut-être accepter d'aller à Toulouse, par exemple, ce on peut trouver pire. Et puis, de l'autre côté, vous avez les métiers de la tuyauterie, qui sont des métiers qui sont toujours demandeurs. Parce qu'ils sont très bien payés. En tout cas, c'est parce qu'il y a beaucoup de demandes et qu'il y a beaucoup de demandes cachées, en fait. Ce sont des métiers qui ne tombent pas sous le sens. Ce ne sont pas des métiers qui font la première page des journaux, mais en fait, vous avez de la tuyauterie partout dans notre organisation et effectivement, vous avez une grosse demande. De la même façon, vous avez les secteurs classiques après de l'informatique qui sont très demandeurs et vous avez tous les métiers de prestation de services, notamment le service à la personne et dedans, j'inclus la santé, qui sont toujours des demandeurs nets. Alors, vous disiez effectivement la main-d'œuvre n'est pas assez bien formée. C'est aussi peut-être un retour qui vient de vos entreprises. J'en ai pour preuve une enquête toujours réalisée par votre groupe, Manpower, auprès d'ailleurs une enquête mondiale qui témoigne que 35% des employeurs jugent qu'ils ont des difficultés à trouver le bon talent au bon endroit. Mais est-ce qu'ils n'ont pas aussi une part de responsabilité? Est-ce que c'est pas aussi l'entreprise n'est-elle pas parfois trop exigeante, trop pressée et n'a-t-elle pas elle-même le temps de former ses employés? Est-ce que ce n'est pas aussi son rôle? Alors, dans le même temps où vous avez 35% au niveau mondial et 33% pour la France de problématiques de formation, si vous dites que c'est le niveau d'exigence, vous avez les Japonais qui sont à 80% de difficultés. Donc vous voyez... C'est aussi peut-être certainement lié au vieillissement de la population au Japon qui est assez alors important. Vous avez le niveau d'exigence des Japonais qui est toujours là et qui en fait quand même une des économies phares. Tout à l'heure, vous parlez de la qualité de la formation. Mais quand on dit bien formé, ce n'est pas un problème de qualité, parce que les formations sont bonnes. D'accord. Le problème, c'est de quelle formation, c'est-à-dire c'est de l'adéquation entre la demande des entreprises, d'accord, et de l'autre côté, de la compétence disponible de la part des salariés. C'est-à-dire, en gros, vous avez 2 mondes qui se regardent. Vous avez les salariés qui se disent « moi, j'aimerais bien faire ce métier ». Et qui ne tiennent pas compte de où est-ce qu'il y a la demande. Et de l'autre côté, précisément, voilà. Excusez-moi, je vous coupe, Georges qui dit « les compétences numériques sont-elles assez acquises à l'école, selon vous ?» Parce que c'est bien là une demande croissante des entreprises. On pourrait, mais quand on voit le délai que met l'école pour s'adapter à plus exactement,
quand je dis. Vous avez le délai de l'éducation nationale d'un côté et vous avez la vitesse d'évolution des métiers du numérique de l'autre. Et quand je regarde les deux, vous allez avoir du mal à être sur un parallélisme. Alors est-ce que les initiatives, par exemple de Xavier Niel, qui a créé une école dédiée à cela, vous semblent aller dans le bon sens? Ben, on est déjà dans une entreprise qui connaît son besoin et qui se dit, tiens, voilà ce dont j'ai besoin. Et là, on est dans une réactivité qui est sur un cycle court de 2 ou 3 ans, qui est le niveau de réactivité qui est attendu de la part des entreprises. Alors, on arrive au terme de l'émission. Peut-être pour terminer, je voudrais demander votre point de vue sur le travail du dimanche, sur cette polémique. Voilà, est-ce qu'il faut généraliser le travail du dimanche? Je ne sais pas, je vais vous répondre que le travail du dimanche, c'est surtout une polémique, hein, puisque vous avez tout un tas de métiers qui ne s'exercent que le dimanche, si j'ose dire. Hein. C'est un premier point. Vous pensez à quel métier, par exemple? Ah, vous avez des fonctions dominicales, hein, vous avez des fonctions qui ne s'exercent que le dimanche. Enfin, bon, c'est peut-être du domaine privé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est typiquement français, cet aspect-là. Moi, je pense que travailler 5 jours, c'est bien, mais si on peut avoir du travail pendant 2 jours de plus et qu'on peut mettre des gens à l'emploi 2 jours sur 5, vous savez, ça fait de l'ordre de 30 à 40% hein, d'offres de travail en plus. Donc, si on crée de l'emploi pendant ces 2 jours-là, moi, ça m'intéresse, hein, puisque ça peut mettre des gens en emploi. Deuxième aspect, c'est quelle contrepartie pour le travail du dimanche. Oui. C'est sûr que si vous renoncez à votre vie de famille le dimanche et qu'en échange de quoi vous allez travailler, ben, vous pouvez légitimement en attendre quelque chose. C'est plutôt cette logique de gagnant-gagnant. Il ne faut pas interdire le dimanche, je pense, mais de l'autre côté, il ne faut pas le banaliser. Il y a une vie économique le dimanche sur des lieux de tourisme, sur des lieux de marchés, mais absolument. Mais toute une partie de la population qui ne veut pas travailler le dimanche veut aller faire du sport le dimanche et est bien contente de rencontrer tout un tas d'animateurs sportifs ou d'animateurs culturels qui sont là, d'accord? Et quand on est étudiant, moi qui vous parle, pendant 5 ans, j'ai travaillé le dimanche pendant que j'étais étudiant, je n'avais pas de charge de famille et j'étais très content de pouvoir travailler le dimanche parce que la semaine, j'allais à la faculté. Et si en plus, il y avait une majoration de salaire, j'étais tout à fait content. Donc, je pense qu'il faut dépasser la polémique et regarder où sont les intérêts économiques des différentes populations et à quel moment. Eh bien écoutez, nous discuterons, déjà merci beaucoup hein, vraiment d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Bodiquian. Et puis sur cette polémique hein, autour du travail du dimanche, eh bien, nous consacrerons l'émission de la semaine prochaine à cela. Je recevrai Éric Heyer, économiste au département analyse et prévision de l'OFCE, et puis également Nicolas Sauvage, avocat spécialiste du droit du travail. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.